Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un plan ambitieux et titanesque de Napoléon Bonaparte. Je parle du blocus continental. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite mise en contexte s'impose. Remontons un peu le temps et mettons-nous dans la peau d'un spectateur de cette incroyable épopée. Nous sommes au début du XIXe siècle. L'Europe est en pleine ébullition. Les guerres napoléoniennes font rage et le continent est le théâtre d'affrontements titanesques entre la France et ses ennemis. Napoléon est alors à la recherche d'une stratégie pour assurer la suprématie de la France et mettre en échec ses adversaires, notamment l'Angleterre. C'est ici que commence notre histoire. Napoléon Bonaparte, empereur des Français, a une idée audacieuse, le blocus continental. Ce plan consiste à interdire l'accès aux ports européens aux navires britanniques et ainsi d'affaiblir l'économie de l'Angleterre, forçant cette dernière à capituler. Cette arme économique est, pour Napoléon, la clé de la victoire. Mais pourquoi donc mettre en place un tel blocus ? Tout simplement car la marine française n'est pas assez puissante pour vaincre la Royal Navy ou bien assurer la protection d'un corps expéditionnaire stationné au camp de Boulogne et débarqué en Angleterre comme c'était initialement prévu. Ce faisant, l'arme économique qu'est le blocus continental s'impose face à l'âme des coalitions, l'Angleterre. Mais comment mettre en place un tel blocus ? C'est là que les choses se compliquent. Napoléon sait que pour réussir, il doit convaincre les autres puissances européennes de se joindre à lui dans cette entreprise. Mais la France n'est pas la seule nation à jouer dans cette partie d'échec géopolitique et chaque pays a ses propres atouts et faiblesses. À la suite de ses victoires face à la Prusse, Napoléon décide d'établir ce blocus en 1806. Premier arrêt, la Russie. Il faut donc la vaincre. Ce sera chose faite à la bataille de Friedland en 1807. Sous le règne du tsar Alexandre Ier, la Russie est un partenaire essentiel pour le succès du blocus. L'immense territoire russe permettrait d'isoler encore davantage l'Angleterre. Mais pour rallier la Russie à sa cause, Napoléon doit surmonter deux obstacles. D'une part, la méfiance naturelle du tsar envers la France, et d'autre part, l'attrait économique que représente le commerce avec l'Angleterre pour la Russie. Napoléon décide donc de nouer une alliance avec Alexandre Ier, scellée par le traité de Tilsit en 1807. Mais cette alliance est fragile, et les tensions entre les deux empires ne tarderont pas à ressurgir. Les Russes tardent à appliquer le blocus et les échanges commerciaux avec l'Angleterre se poursuivent. La situation s'envenime et le sort du blocus continental est en jeu. Pendant ce temps, en France, Napoléon doit également composer avec les répercussions économiques du blocus. La fermeture des ports européens aux navires britanniques signifie également que les produits français ne peuvent plus être exportés vers l'Angleterre, l'un des principaux marchés pour les produits manufacturés et agricoles français. De plus, la pénurie de produits britanniques engendre une hausse des prix et une détérioration de la qualité de vie des Français. Malgré ces difficultés, Napoléon ne renonce pas. Il met en place des mesures protectionnistes et encourage le développement de l'industrie française pour compenser les pertes économiques liées au blocus. Les atouts de la France sont sa population, ses ressources naturelles et son génie industriel naissant. Ces mesures permettront de stimuler l'économie française, mais pas suffisamment pour compenser tous les inconvénients du blocus continental. En parallèle, Napoléon cherche à étendre sa sphère d'influence en Europe, notamment en soumettant les pays qui résistent à l'application du blocus. L'Espagne et le Portugal, deux nations qui entretiennent des liens étroits avec l'Angleterre, sont particulièrement visées. En 1808, Napoléon envahit l'Espagne. Si l'opération militaire est au départ une promenade de santé pour l'armée française, elle entraîne un soulèvement de la population, déclenchant la guerre d'indépendance espagnole, une campagne longue et coûteuse qui affaiblira les forces françaises, car elle va mobiliser des dizaines de milliers de soldats dans une guérilla et transforme la France en puissance conquérante. Jusqu'alors, Napoléon Bonaparte et la France étaient attaqués et ont affronté des coalitions de pays européens. La stratégie du blocus continental transforme la France en pays agresseur dès lors qu'un pays européen ne se plie pas aux exigences de Napoléon. Le blocus continental a également des répercussions inattendues sur les autres nations européennes. Certaines, comme la Prusse et l'Autriche, sont contraintes de rejoindre le blocus par la force des armes. D'autres, comme la Suède et le Danemark, subissent les conséquences économiques du blocus et voient leur économie s'affaiblir. Ainsi va éclater la 5e coalition entre la France et ses alliés, et l'Autriche et le Royaume-Uni de l'autre côté, en 1809. Après une campagne militaire victorieuse, Napoléon finit par triompher et fait plier l'adversaire autrichien lors de la bataille décisive de Wagram.
L'alliance franco-autrichienne voit le jour par la suite par la signature du traité de Schönbrunn. Les tensions avec la Russie s'exacerbent et en 1812, Napoléon décide de lancer une invasion de celle-ci, de la Russie, pour forcer le pays à respecter le blocus continental. C'est le début de la campagne de Russie. Les troupes françaises seront victorieuses sur le terrain, mais devront composer avec le général Hivert, lequel provoquera la retraite désorganisée et la défaite, in fine, des troupes françaises. Les conséquences de cette défaite sont immenses pour Napoléon et la France. Les autres nations européennes, voyant la France affaiblie, se soulèvent et forment une nouvelle coalition, la 6e, mettant fin au blocus continental. La guerre va durer 2 ans et l'on va voir s'affronter au total 1,9 million de soldats alliés contre 820 000 soldats français et alliés. Le premier théâtre d'affrontement sera l'Allemagne. La guerre va durer 1 an. Napoléon va remporter des victoires, ses maréchaux vont perdre. Sous le poids du nombre adverse, les Français reculent. Puis vient la bataille de Leipzig où Napoléon sera défait face au nombre adverse. Les 180 000 Français ne pourront pas vaincre les 330 000 soldats ennemis. En 1814, les troupes alliées envahissent la France. Le temps de la campagne de France est venu. Napoléon va mener une brillante campagne militaire, toujours en infériorité numérique. Mais une fois de plus, le nombre adverse est trop élevé et Napoléon est contraint d'abdiquer et d'aller en exil sur l'île d'Elbe. Alors que tout semble perdu pour Napoléon, il parvient à s'évader de son exil et retourne en France en 1815 pour tenter de reconquérir le pouvoir lors des 100 jours. Mais ses rêves de grandeur sont brisés une fois pour toutes à la bataille de Waterloo, où il est définitivement vaincu par les forces coalisées de l'Angleterre, de la Prusse et de leurs alliés. Napoléon est à nouveau contraint à l'exil, cette fois sur l'île de Sainte-Hélène, où il finira ses jours en 1821. Ainsi s'achève l'épopée du blocus continental, l'arme secrète de Napoléon Bonaparte. Malgré son ambition et sa détermination, Napoléon n'est pas parvenu à briser la puissance de l'Angleterre et à imposer sa domination sur l'Europe. Le blocus continental a été une stratégie audacieuse, mais finalement vouée à l'échec. Pourtant, regardons les effets du blocus sur l'Angleterre. Le blocus continental a eu un impact indéniable sur l'économie britannique. L'interdiction du commerce avec l'Europe continentale a réduit les débouchés pour les produits britanniques, entraînant une baisse des exportations et une augmentation du chômage dans certaines industries. Cela a également provoqué une hausse des prix des produits de première nécessité, affectant la qualité de vie des Britanniques. Cependant, l'Angleterre a également réussi à contourner le blocus en diversifiant ses partenaires commerciaux. Les colonies britanniques, l'Amérique du Sud et l'Empire ottoman sont devenus des marchés de substitution pour les produits anglais. De plus, le commerce maritime britannique a profité de la guerre continentale en capturant des navires marchands ennemis et en établissant un réseau de contrebande pour acheminer les marchandises en Europe. En somme, bien que le blocus continental ait perturbé l'économie britannique, il n'a pas réussi à la paralyser complètement. L'Angleterre a su s'adapter et trouver des alternatives pour soutenir son économie. Le blocus continental a connu un succès mitigé. D'un côté, il a réussi à perturber l'économie britannique et à mettre en évidence la vulnérabilité du Royaume-Uni face à une guerre économique. De plus, le blocus a forcé l'Angleterre à investir davantage dans sa marine pour protéger ses routes commerciales et à s'engager dans des guerres coûteuses pour soutenir ses alliés européens. D'un autre côté, le blocus n'a pas réussi à faire capituler l'Angleterre comme l'espérait Napoléon. Les efforts britanniques pour diversifier leurs partenaires commerciaux et les faiblesses du lui-même, c'est-à-dire notamment le manque d'adhésion de certains pays européens, ont permis au Royaume-Uni de résister à la pression économique. En outre, la politique du blocus a suscité des réactions négatives parmi les pays européens, contribuant à la formation de coalitions contre Napoléon. Et donc, qu'est-ce qui a manqué pour que l'Angleterre demande la paix à la France ? Eh bien, plusieurs facteurs, justement, ont empêché le blocus de forcer l'Angleterre à demander la paix. Tout d'abord, l'application inégale du blocus par les pays européens a réduit son efficacité. La Russie, par exemple, a tardé à appliquer le blocus et a finalement repris le commerce avec l'Angleterre, affaiblissant ainsi l'effet du blocus sur l'économie britannique. D'autres pays comme l'Espagne et le Portugal ont également résisté à l'application du blocus, ce qui a rendu la politique de Napoléon moins efficace. Deuxièmement, l'Angleterre a pu s'appuyer sur sa puissante marine pour protéger ses routes commerciales et maintenir un flux de marchandises vers et depuis le pays, même en dépit du blocus. La Royal Navy a également réussi à soutenir les alliés européens de l'Angleterre dans la lutte contre Napoléon, compensant ainsi l'impact économique du blocus. Troisièmement, le blocus continental a eu des conséquences négatives, non seulement pour l'Angleterre, mais aussi pour la France et les autres pays européens. L'économie française a souffert de la perte du marché britannique et les populations européennes ont ressenti les effets de la hausse des prix et de la pénurie de produits. Cela a contribué à la montée de l'opposition à Napoléon et à sa politique du blocus. Enfin, la détermination de l'Angleterre à résister à Napoléon
et à ses ambitions européennes ne doit pas être sous-estimé. Les Britanniques étaient fermement convaincus de la justesse de leur cause et ils étaient prêts à supporter les difficultés économiques pour préserver leur indépendance et leur système politique. Le gouvernement britannique a également bénéficié d'un soutien financier et politique solide, lui permettant de résister aux pressions économiques et militaires exercées par la France. En conclusion, le blocus continental a été une stratégie audacieuse de Napoléon pour affaiblir l'Angleterre et la forcer à demander la paix. Bien qu'il ait eu un impact économique sur le Royaume-Uni et ait révélé certaines de ses vulnérabilités, il n'a pas réussi à atteindre son objectif ultime. L'adaptabilité de l'Angleterre, les faiblesses du blocus lui-même et l'opposition croissante à une politique napoléonienne ont contribué à la survie du Royaume-Uni et à l'échec final du blocus continental. Et voilà, chers spectateurs, notre voyage à travers l'histoire du blocus continental et l'incroyable épopée de Napoléon Bonaparte. J'espère que cette histoire vous a captivé et qu'elle vous a donné matière à réflexion sur les leçons que l'histoire peut nous enseigner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter et à partager, sans oublier d'activer la petite cloche de notification et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines aventures historiques. Allez, salut!